Voilà, je suis de retour pour reprendre le fil de la première vidéo. Donc, comme je disais, on va aborder les petites variantes qu'il y a, qui permettent de distinguer un Python d'un autre, qui ne sont pas flagrantes. Il faut savoir quand même que la- 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 le changement le plus flagrant chez le Python, c'est les poignées. Il y a eu 5 ou 6 poignées différentes sur le Python. Donc c'est plus à la poignée qu'on reconnaît le- le- les Pythons des années 50, 60, ou des années 80. Il y a des petits, on reconnaît tout de suite à la poignée, sachant quand même que les poignées sont interchangeables. Donc moi par exemple, mon Python, il est de 83, donc c'est la première année où Colt sort le Python en inox. Le sort avec une nouvelle poignée qui n'est plus une poignée en bois, qui est la poignée Colt en caoutchouc. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je veux dire, moi j'aime pas. Hein. Donc c'est peut-être plus confortable au tir, mais esthétiquement je trouve ça vilain. Donc moi je l'ai changé parce que c'est très difficile de trouver des poignées Colt, hein, des vrais. Hein. Parce que des copies on en trouve quand même pas mal, mais des vrais c'est pas évident. Ça, c'est une poignée du Python Elite. Voilà. Donc je l'ai mis sur mon. Alors, le Python Elite est sorti au début des années 90. Donc mon Python étant de 83, la poignée, elle est un peu anachronique, mais elle lui va quand même très très bien. Bref. Donc je reviens sur les petites variations, notamment les premiers changements de Python, les premières évolutions apparaissent dans les années 70. Avec un changement au niveau de l'éjection. Voilà. Mais c'est un changement interne qui ne se voit pas dans le système d'éjection. Ensuite, vous avez un petit changement aussi. Vous allez le voir là, je pense. J'espère, je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a des stries sur le poussoir du barillet. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de stries sur le Python. Et puis, effectivement, avec des mains un peu mouillées, on pouvait se louper un peu parfois. Ça glissait un peu. Donc, Colt a mis des stries sur le poussoir. Donc, c'est ce genre de petits détails, en fait. C'est rien de vraiment méchant. Ensuite, il y a les appellations, qui sont les appellations Elite, on vient d'en parler, et les appellations Ultimate. Alors, l'appellation Elite, elle vient d'où? Elle vient d'un changement interne aussi dans le Python, c'est que pour harmoniser la production et certainement faire des gains de production, Colt a voulu harmoniser le filetage du canon de façon à ce que ça soit la même norme que pour le King Cobra et le Trooper MK3. Et pour marquer ce passage d'un filetage à un autre, donc le truc qui ne se voit absolument pas extérieurement, hein, pour marquer cette petite différence, donc j'en parlais dans la première vidéo, j'y reviens, Colt décide de mettre un insert, une petite goupille, pardon, pour tenir le guidon, au lieu des deux qu'on rencontre habituellement. Voilà, donc mais la seule différence, c'est ça, en fait. C'est juste que quand vous avez un Python avec une seule goupille, vous savez que le filetage du canon n'est pas le même que sur un Python à deux goupilles. Mais ça ne change absolument rien. Voilà. Parce qu'il y a une chose aussi, moi, qui m'énerve un peu, c'est que chez les possesseurs de Python qui parfois, ils ne connaissent pas grand-chose, c'est que sous prétexte que le Python, il a deux goupilles, il vaut plus cher que s'il a qu'une goupille, sous prétexte que il s'appelle Ultimate, alors ça y est, on va en demander 1000 euros de plus que le prix moyen. Et le Elite, rien que le nom Elite, on imagine déjà que c'est un Python avec une plus-value. Bon. Alors que pas du tout. L'Elite, comment c'est devenu le Python Elite? C'est très simple, en 97, Python, Colt, je vous avais dit, hein, je dirais des conneries. Colt rencontre de grosses difficultés financières et décide donc d'arrêter la production standard du Python
et de transférer cette production au Colt Custom Shop. Voilà. Comme ils l'ont fait d'ailleurs pour le 1873. Donc ils ont fait ce transfert de production fin des années 90, donc en 97. Et pour marquer cette différence donc, de production entre la production dans les usines Colt et au Colt Custom Shop, on a appelé ça le Python Elite. Mais c'est absolument tout. La seule différence, c'est qu'au lieu de marquer, vous avez marqué Python Elite au lieu de Python tout court. Voilà. C'est la seule différence avec la poignée, mais on verra que la poignée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a eu plusieurs modèles tout au long de l'histoire du Python. C'est vraiment la pièce qui a le plus changé, hein, vraiment, je le dis. Hein. Donc le Python Elite est un Python normal. Il faut arrêter de se dire c'est un Elite, donc il bénéficie d'une qualité supplémentaire, il bénéficie... Pas du tout. Pas du tout. La seule différence, c'est que c'est donc passé au Colt Custom Shop, et c'est que c'est marqué Elite, et que la poignée est différente, et que sur la poignée, l'insert métallique est parfois l'insert du Colt Custom Shop, qui n'est pas le même que celui-là. Ça, c'est un insert Colt standard. C'est la seule différence. La seule différence. Donc, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de... D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur le prix du Python en occasion, et qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut acheter un Python. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut regarder. Venons-en à l'Ultimate, parce que là c'est pareil, le nom ferait penser que voilà. Alors à la différence du du Elite, l'Ultimate a été fabriqué très peu d'années par le Custom Shop également, mais de 91 à 93 ou 94, donc 3-4 ans en fait, le Ultimate. Et c'est vrai que l'Ultimate est un peu différent, c'est-à-dire que la qualité du Python est la même, hein, c'est un Python, sauf qu'il bénéficie à ce moment-là d'un polymiroir, d'un inox polymiroir. Alors l'inox polymiroir, vous allez voir de suite la différence. Vous voyez, ça c'est un inox mat, inox brossé normal. Là, sur mon modèle 29, Smith & Wesson modèle 29, donc 629, c'est de l'inox poly brillant. Je ne sais pas si ça se voit bien. On voit que ça ne réfléchit pas la lumière tout à fait pareil. Donc le poly brillant était une finition un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Et puis la hausse aussi, c'est une hausse Ellison qui était installée sur ce Python. Et ce qui se dit, c'est que la détente était un petit peu travaillée, le départ était un petit peu mieux travaillé que le Python standard. Donc effectivement, les versions Ultimate, on peut considérer que, bon, elles sont un petit peu... Mais c'est pas ce qui est important. D'ailleurs, j'ouvre tout de suite la parenthèse sur ce qu'il faut regarder sur un Python. C'est quand on veut acheter un Python, il y a deux choses, c'est l'aspect général, comme pour toute arme, il faut regarder un petit peu s'il y a des coups, des rayures, des pocs, des trucs comme ça. Il faut regarder si au niveau mécanique, le jeu qu'il peut y avoir, parce qu'il y a un tout petit jeu sur le barillet longitudinal et latéral, il faut surtout vérifier que le barillet est bien synchronisé et quand on a la détente appuyée à fond, que ça ne bouge absolument pas. Voilà. Ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de revolvers. Et d'ailleurs, sur le nouveau Python, vous avez un petit jeu qui est entretenu, parce que là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Une mécanique ultra serrée, c'est génial, c'est bien, ça fait sérieux. Hein. Mais ça a la contrepartie, on l'a vu dans la première vidéo, c'est que si vous êtes mal indexé, et vous avez un petit problème de synchro, et ben votre flingue, à force, bon, il faut en tirer quand même des munitions avant de le détériorer, mais vous allez le détériorer. Donc, en fait, les ingénieurs se sont rendus compte que pour pallier à ça, il faut laisser du jeu au barillet, en réalité. Ce qu'a très bien compris Smith & Wesson, en revanche. Les Smith & Wesson ont toujours un peu plus de jeu que les Colt, d'ailleurs, mais en sortie de boîte, j'entends. Mais en fait, c'est très bien comme ça. En fait, le barillet va s'indexer lui-même.
Alors que si vous avez un verrouillage de barillet à 0 micromillimètre, que ça bouge absolument pas, ben, si vous êtes mal synchro, vous allez péter votre cône d'enforcement, enfin vous allez l'abîmer, et à force d'encaisser le barillet risque même de faire gonfler un peu la carcasse par réaction. Donc c'est pas forcément une bonne chose d'avoir une mécanique ultra serrée. Voilà. Et donc, comme je disais, le nouveau Python, ils ont laissé un petit peu de jeu parce qu'ils ont compris ça évidemment avec le temps. Et donc, il va se synchroniser tout seul quelque part. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, on a vu que pour le Python, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de grosses différences. Il y a enfin, il y a eu 2-3 différences en interne, donc qui ne se voient pas extérieurement. Et sinon, effectivement, sur l'Ultimate, la hausse est un petit peu différente, bien qu'elle ressemble beaucoup. Voilà. Et puis selon le filetage, ben, on est passé sur une goupille de guidon au lieu de deux. Et puis les poignées, enfin, vous voyez. Ça, je vous montrais tout à l'heure, ça c'est une poignée d'origine Colt, hein, qui était vendue avec ce modèle, avec les premiers Python inox qui sont sortis à 83, c'était celle-là qui était vendue. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de le Python de 1955, alors évidemment, pour le collectionneur, le Python des années 50-60, il a plus de valeur parce qu'il a un numéro de série plus petit. Comme pour n'importe quel collectionneur, plus vous rapprochez du numéro 1 ou du numéro 0, et plus ça a de valeur. Encore faut-il qu'il soit en bon état. Il y a plein de Pythons des années 60 qui ont des petits numéros qui sont en mauvais état. Donc ça ne vaut pas le coup de les acheter. Donc moi j'ai eu deux Pythons, hein. J'ai celui-là de 83, j'ai eu un Python qui n'était pas en Royal Blue, qui était en finition, je dirais, bronzé normal, mais déjà un beau bronzé bien profond quand même, mais il n'était pas en Royal Blue. Et il était de 1980. Voilà, ce qui me fait penser d'ailleurs que vous avez aussi des petits inserts orange à un moment donné. Bon, voilà, Colt a mis des petits inserts orange, etc. Bon, c'est tout. On n'aime pas, mais ça se change, hein, de toute façon. Donc, tout ça pour dire que il n'y a pas de différence entre mon 80 et mon 83, il n'y a absolument aucune différence. Et avec un des années 70, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des bonnes années, des mauvaises années? Ça aussi, c'est intéressant. On dit souvent, ouais, les Pythons, c'est bon jusqu'en 85. Alors, pourquoi les Pythons seraient bons jusqu'en 85 et ils seraient plus bons après? Simplement parce qu'en 86, il y a eu la grève. Voilà. Une partie de l'usine Colt s'est mise en grève. Et du coup, on se dit oui, les armes étaient moins bien finies, etc., etc. Alors des fois, effectivement, carrément, la production était suspendue, hein. Il n'y avait plus rien qui sortait des ateliers. Et puis, à d'autres moments, alors, moi je vois le mien est de 83, il est dans un état concours. Bon, celui que j'avais de 80 était dans un état concours. Donc, est-ce que à partir de 86, ça a baissé? J'en ai jamais eu en main, donc je peux pas dire. En revanche, j'ai déjà vu des Pythons des années 90, les toutes dernières, pas les dernières productions, mais enfin des années 90, qui étaient dans un état sublime. Bon, alors est-ce que l'année 86, 87, effectivement, il y avait une petite différence? Ça, je peux pas le dire. Mais il y avait quand même un contrôle qualité. Il y avait, je ne suis pas certain que Colt ait fait partir de l'usine des armes qui avaient un problème, quoi. Je ne sais pas. Encore que c'est possible, hein, c'est possible. Là, j'avoue que j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Peut-être effectivement il y a une petite baisse à un moment. Je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez des Pythons de 86, 87, 88, voilà, bah, n'hésitez pas à en parler, à regarder, et si vous trouvez qu'il y a des petits défauts, des choses comme ça serait intéressant à savoir. Peut y avoir des petits défauts, comment dirais-je, si vous voulez, au fil du temps, à partir de 55, évidemment, ce revolver étant très très cher à fabriquer,
avec le temps, on a essayé de baisser les coûts de fabrication. On sait que beaucoup de maîtres armuriers de Colt sont passés à la concurrence, parce que Colt n'arrivait plus peut-être à les payer suffisamment, enfin voilà, donc on sait qu'il y en a qui sont partis, qui sont passés à la concurrence, et que donc du coup, est-ce que le contrôle qualité a baissé un petit peu aussi parce que pour réduire les coûts, hein, tout simplement? C'est possible, c'est possible. Mais bon, je saurais pas dire à quel niveau la qualité pourrait avoir baissé en fait. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, les pitons que j'ai vus qui étaient en très mauvais état, c'était surtout dû à l'utilisateur qui l'entretenait pas, qui conservait son arme dans un étui tout le temps. Donc on a effectivement, à chaque fois que vous rentrez, vous sortez de l'étui, vous avez une marque ici, une marque sur le barillet. Bon, je sais pas. Mais en sortie d'usine, enfin, je sais pas. J'ai pas connaissance qu'il y ait eu des. Enfin, c'est ce qui se dit sur les forums, hein. Il y a tous ceux qui ont des pitons et qui les ont en bon état, et ils sont ravis, quelle que soit l'année, quoi. Donc, je sais pas. Bon, il y a peut-être pour l'année 86-87, peut-être un petit doute. J'avoue que j'en sais rien. Alors, c'est vrai que par précaution, bah, si vous voyez un piton des années 70 ou tout début des années 80 et que vous avez le choix entre ça et un piton de 86 ou 87, peut-être vous vous dites, j'achète celui de 70. Bon, ça c'est. Je sais pas. Enfin bref. Moi, il faut savoir déjà que je tire pas avec mon piton. Je le sors une fois tous les 6 mois. Je tire 2 barillets, bah ça, hein, c'est tout, hein. Il y a une chose importante, tiens, que j'y viens en parlant de tir. Sur le piton, il y a une chose qu'il faut vérifier quand on achète un piton d'occasion. Comme pour n'importe quel revolver, vous tirez des pleines charges, vous tirez un barillet plein, vous ne tirez pas 5 cartouches, vous remplissez vos six chambres, vous les tirez à pleine charge. Donc, quand je dis pleine charge, c'est 357 Magnum manufacturé, hein, voilà. Et au moment de l'éjection, vous regardez s'il n'y en a pas une qui résiste. Si toutes les 6 elles viennent d'un seul coup comme il faut, alors déjà c'est la preuve que le barillet, il n'y a pas une chambre qui a gonflé. Voilà. Donc ça c'est important. Après vous regardez l'intérieur du canon, etc. Enfin, comme pour n'importe quelle arme, quoi, c'est tout. Alors moi je tire pas souvent avec mon piton parce que c'est plus une arme de collection, c'est plus une arme. Si vous voulez, c'est comme le 1873. L'avantage du 1873, c'est que Huberti et Pietta en font des très très belles copies. Du coup, je préfère tirer avec les copies qu'avec les originaux, tout simplement. Je les garde dans leur jus, dans l'état. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour sur les. Je vérifie un petit peu si j'oublie rien, donc je mets mes lunettes parce qu'effectivement, je me suis fait un petit pense-bête quand même dessous, que vous ne voyez pas à l'écran, mais vous voyez, je suis totalement transparent, je vous le dis. Voilà. Donc, il y a une chose d'ailleurs, je me rends compte, j'avais pris des petites notes. Le Python est le premier revolver où l'insert Colt est en doré. Voilà, jusqu'à présent, il était argenté. Alors après, tout au long de la production, effectivement, il n'y a plus d'insert doré, donc on va mettre un insert en argent. On s'en foutait un peu à l'époque. Donc on peut trouver des poignées de Colt avec un insert en argent, alors normalement il est en. Voilà. Donc, on va maintenant aborder le Python 2020. Alors, le Python 2020, j'en ai pas, comme je disais dans la. Mais, ceci dit, j'ai d'excellentes photos. Voilà, j'ai des photos. Je mets mes lunettes, ça sera plus simple pour montrer sur les photos. J'ai des photos. Donc, on voit qu'il n'y a plus d'insert du tout. Il n'y a plus de goupille du tout, pardon. En fait, dans le nouveau Python, vous avez juste ici une vis qui est donc frontale. Et cette petite vis, clé Allen, vous permet de changer de guidon. Voilà. Donc ça, c'est un petit changement par rapport à l'ancien Python. Bon, très honnêtement, c'est quand même une réussite, le nouveau Python. Il reprend la ligne de l'ancien Python. Il y a des différences, mais je suis sûr que à la volée comme ça, je vous présente ça, vous me dites c'est un Python, vous ne cherchez pas à savoir s'il est 2020 ou quoi, vous vous dites c'est un Python. Sauf que vous remarquerez par exemple, la vis de maintien elle est là,
tandis que sur l'autre Python, elle est là. Elle n'est plus ici, elle est là. Faut savoir que, alors c'est Colt, hein, dans sa communication, dans son marketing, Colt dit qu'il y a 30% d'acier supplémentaire dans la carcasse du Python 2020. Bon, voilà. Et qu'il y aurait 9 pièces de moins dans la mécanique, parce que la platine du Python d'origine, c'est quand même une usine à gaz. Hein. Donc là, pour qu'il manque 9 pièces en moins sur le nouveau Python, alors est-ce que le départ est aussi doux, est aussi moelleux que l'ancien Python, j'en sais rien, mais enfin, il est clair qu'ils ont quand même fait des économies. Hein, je veux dire, et puis peut-être aussi parce que ça servait à rien d'avoir une usine à gaz sur une platine et que aujourd'hui c'est plus vraiment justifié vu les process de fabrication d'aujourd'hui. Bon, produire ce Python, c'est ce que disent les spécialistes aux États-Unis. Produire ce Python-là entièrement fait à la main aujourd'hui, c'est un Python qui sortirait pas à moins de 4 000 $ aux États-Unis. Sachant qu'il est vendu aux États-Unis 1 500 $ en moyenne. Il est vendu plus de 2 000 $ au Canada. En France, il est proposé sur commande, il arrivera qu'en novembre, il est proposé à 2200 €. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les poignées sont un peu différentes que les poignées d'origine. Elles sont un petit peu plus minces. Voilà, mais elles sont quand même très belles, je trouve. Quoi dire d'autre? Alors si, il y a un truc qui est abominable, je ne sais pas si ça va se voir, c'est là et là. C'est-à-dire que le numéro de série, il est sur la carcasse, et ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici, voilà, vous avez un code barre. Alors, vous rêvez pas, il y a un code barre sur le nouveau Python. Moi, je trouve ça un petit peu choquant. Jusqu'à présent, vous vouliez dater votre Python, vous ouvriez, les marquages étaient à l'intérieur, on ne les voyait absolument pas. Là, c'est à l'extérieur, le numéro de série et le code barre. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, code barre. J'ai dit, oh, incroyable ce truc. Enfin bref, voilà. Sinon, effectivement, quand les premiers Python 2020 ont été livrés, il y a eu beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des coups qui partaient pas, ça percutait pas, voilà. Donc il y a eu beaucoup de problèmes en direct. Hein. Les tireurs faisaient des vidéos, on en trouve, vous allez sur YouTube, vous les trouvez. Et donc il y a eu beaucoup de rappels en usine. Tous ces problèmes apparemment ont été réglés. Voilà. Donc aujourd'hui, on serait en présence d'un Python plutôt fiable. Plus costaud que l'acier inox 410 de ce Python-là, par exemple. Bon, voilà, moi j'en sais pas plus, je sais pas, je ne fais que rapporter ce que j'ai glané comme info sur les forums américains et sur les vidéos YouTube. Voilà. Moi j'ai envie de dire que j'ai envie de souhaiter une longue et belle vie au nouveau Python. À titre personnel, j'échangerai jamais le mien pour un Python 2020. Ça, c'est clair. Hein. Je dis pas que j'achèterai pas un Python, enfin au prix qui va être vendu en France, ça me fout un peu les boules quand même. Mais à la limite, si j'avais de l'argent, je dirais ouais, ok, je mets 2500 balles dans le nouveau Python, puis on voit ce que ça donne. Bon, je préfère de loin. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du prix d'occasion. Un Python d'occasion en très très bon état, à moins de 1500 €, c'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver. On peut en trouver. On peut tout à fait, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est quand vous avez un tireur qui décède au club et que la veuve doit se débarrasser des armes, et généralement elle n'y connaît rien, elle ne sait pas. Donc elle les brade plus ou moins, et voilà, donc c'est triste à dire, mais quelquefois on peut arriver à trouver effectivement des petites perles comme ça à pas très cher. Mais la cote moyenne, c'est, on va dire, allez, 1003, 1004, 1005 pour un Python en très bon état. Maintenant, pour un Python des années 60,
ou des années 70, on va dire, c'est évident que ça, s'il est vraiment new in box, hein, sorti de boîte, très peu tiré, pas marqué, rien, vraiment, voilà, puis au niveau mécanique impeccable, bah, ça peut même aller jusqu'à 2000 €, voilà, en occasion. Donc voilà, alors est-ce qu'on a fait le tour? En gros, oui, je dirais, je regarde un petit peu si j'oublie quelque chose ou pas sur le nouveau Python. Alors le nouveau Python, oui, il n'est pas fabriqué en... Enfin, il est pas proposé en Royal Blue, malgré la demande, parce qu'a priori, il n'y a plus de maître polisseur capable de faire le Royal Blue chez Colt, hein. Enfin, je ne peux pas être formel encore une fois, mais je pense qu'il y a des métiers qui se sont un peu perdus quand même, hein, avec l'industrialisation à outrance, avec les commandes numériques, avec tout ça. Je pense qu'on est un petit peu... Il y a un petit savoir-faire qui a été perdu probablement. Alors on verra s'ils le retrouveront ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, il est en inox et il est quand même très beau. Voilà, faut quand même lui reconnaître ça, il est quand même très beau. Voilà, donc je pense avoir fait le tour là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. On va clôturer, il me reste 3 minutes, on va clôturer sur ce qui a fait aussi la légende du Python, c'est le cinéma et la télévision. Donc évidemment, tout le monde se souvient en France de Police Python 357 d'Alain Corneau avec Yves Montand, qui a un 4 pouces. D'ailleurs, très 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 vite, pourquoi il y a eu des 4 pouces? Parce que quand Python est sorti d'abord en 6 pouces, ben, les flics s'y sont intéressés et plusieurs corps de police aux États-Unis, la Floride, même le Highway Patrol en Floride a eu des Pythons, etc. Mais eux, ils voulaient des 4 pouces. Alors, ils ont eu des 6 pouces au début, après, ils ont eu des 4 pouces. Même quelques militaires en ont commandé. Et puis voilà, la police de New York, certaines unités, hein, c'est pas des commandes globales, voilà. Certaines unités voulaient un Python, donc il y a eu le Python en 4 pouces, en 2 pouces et demi, et le très très rarissime en 3 pouces, qui n'est pas sorti en 3 pouces des usines Colt, c'est un très très gros armurier aux États-Unis qui a décidé d'en faire des 3 pouces, et ils sont rarissimes, je crois que c'est de l'ordre de 500 exemplaires, hein. Donc c'est les plus rares. Donc voilà pourquoi il y a eu des 4 pouces, etc. C'est qu'il y a une très forte demande par la suite de la police. Le FBI s'est équipé pour beaucoup en Python. Parmi les utilisateurs, collectionneurs célèbres, bon, il y a eu Elvis Presley, il y a eu Steve McQueen, je regarde en même temps, Edgar Hoover, un patron du FBI, on en parlait. Le Python de Ian Fleming, l'auteur de tous les James Bond, des bouquins. Alors lui, son exemplaire, s'est vendu en 2007, il était gravé à son nom, hein, c'est tout. Gravé à son nom, c'était un 6 pouces, je crois, je regarde. Non, c'était un 2 pouces et demi. 2 pouces et demi gravé à son nom, qui s'est vendu pour 13 000 $ aux enchères en 2007. Vous avez évidemment Starsky Hutch, donc, qui utilise Hutchinson à un Python 6 pouces. Je me dépêche parce que vraiment il me reste que quelques secondes. Vous avez aussi Belmondo dans Le Professionnel, dans Flic ou Voyou, je crois, qui a popularisé aussi le Python. Et forcément, on va parler de Walking Dead, puisque Rick, je ne sais plus comment, série géniale au demeurant, a un Python inox 6 pouces. Voilà, et il s'en sert abondamment. Et on sait d'ailleurs depuis Walking Dead que pour descendre les zombies, c'est quand même très, très efficace. Voilà, j'ai plus que moins d'une minute. J'espère que ce petit panorama sur le Python vous aura plu, que le nouveau format que je vous propose, plus interactif comme ça, vous aura plu aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. C'est très encourageant. Voilà. J'ai démarré en janvier, j'avais 6 ou 7 abonnés, j'en ai 50 ou 60 aujourd'hui. C'est pas énorme, mais franchement, ça fait plaisir et ça veut dire que quelque part, c'est pas inintéressant ce que je propose. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout sur quoi elle traitera, j'en sais rien. On verra, voilà, comme ça vient. Voilà, peut-être sur les armes mythiques, en fait. Python, ça, et on verra, ouais, peut-être une petite vidéo assez courte sur les armes mythiques, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve, j'espère, le plus vite possible. Et on se retrouve sur les forums, sur les différents groupes Facebook, etc.
sans problème. Voilà, je vous dis bon confinement. A priori, on devrait sortir dans pas trop longtemps. Et les stands de tir vont reprendre, je crois, le 15 juin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt, les amis. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.